Bientôt. Je suis très content de partager ce petit moment. On va essayer de limiter le temps qu'on met entre vous et la pause café. Donc on va essayer d'être un peu plus rapide que prévu. Très content de partager ce moment avec Thomas, puisque la jeunesse de ce projet Aquarium à Lausanne est fortement inspirée du travail que Thomas a fait en amont à Paris, ici à La Paillasse. Donc c'est sympa de pouvoir faire un clin d'œil et de présenter ensemble un petit peu l'état de nos communautés, puisque très souvent quand on parle de biologie, on parle de lieux, on parle de laboratoire, on parle de gens qui font de la biologie, et dans nos cas c'est surtout les gens qui sont intéressants et leurs projets. En général on m'appelle Chef, puisqu'il y a beaucoup d'Yann dans ma génération. Dans notre labo il y en a 3, donc Chef c'est plus simple, et c'est aussi mon nom en ligne, donc c'est comme ça que vous me retrouverez le plus facilement si vous voulez continuer la conversation. Ça c'est ma bio Twitter, parce que c'est un média que j'utilise particulièrement. Je suis aussi impliqué au-delà de la biologie de garage, ou la biologie do it yourself, ou le biohacking, on dit aussi parfois, dans d'autres projets, notamment l'effort pour harmoniser tous les espaces de coworking en Suisse, et puis également Open Data Suisse, qui est le chapter de la Open Knowledge, si jamais vous suivez ce genre de choses. On est basé donc à Lausanne, dans le canton de Vaud, plus précisément juste à côté de Lausanne, à Renan, en Suisse. Pour vous donner une analogie parisienne, on va dire que c'est un peu le Montreuil lausannois, même si c'est à l'ouest, mais c'est le même genre de situation, des friches industrielles et beaucoup de gens très créatifs qui s'y installent, notamment pour des raisons immobilières. Avant ça, parce que je ne suis pas suisse moi-même, je suis français, j'ai habité et travaillé à Toulouse, Paris et Bruxelles. Et puis, merci à l'invitation des organisateurs, effectivement, c'est une chouette occasion de pouvoir revenir à Paris et présenter ce qu'on fait maintenant à Lausanne. Ça, c'est une façade qu'on trouve dans le centre-ville de Lausanne, et ça me fait toujours marrer, très proche de l'hôtel de ville. Donc, peut-être au cœur de l'ADN de cette ville, on aime l'innovation. Il faut savoir qu'on a accès à Lausanne à énormément d'instituts et d'académies prestigieuses, puisqu'on a l'école polytechnique fédérale de Lausanne, où beaucoup de biologistes de synthèse d'ailleurs sont installés. On a l'université de Lausanne, qui a aussi un département, une faculté médecine et biologie. Également un département d'éthique qui est très important, j'y reviendrai. Et puis on a le centre hospitalier universitaire vaudois qui a aussi pas mal de gens assez calés, notamment en immunologie. Un tout petit peu plus loin, à 40 minutes de train, mais Jacques Paul vous en parlera tout à l'heure, il y a l'université de Genève, évidemment. Et puis pas très loin, puisque tout n'est pas très loin en Suisse en train, il y a également Bâle et Zurich, où beaucoup de gens font la biologie d'excellent niveau. Donc on a accès à beaucoup de biologistes de formation très spécialisés. Et il se trouve que moi je ne suis pas biologiste, donc je ne sais pas qui dans la salle se considère comme un biologiste, peut-être que je me rende compte un peu mieux à qui je m'adresse. Une bonne grosse moitié de la salle, on va dire ça comme ça. Et pourtant, maintenant je travaille avec des biologistes, je suis peut-être en train de le devenir, et c'est le sujet, c'est est-ce que cette biologie de garage sert à former d'une façon différente des biologistes. On parle donc, comme je disais tout à l'heure, de biohacking. C'est intéressant de revenir un petit peu là-dessus, puisqu'on parle des médias et de leur influence sur notre perception des choses. Très souvent dans les médias, notamment francophones, quand on emploie le mot hacker ou hacking, on tombe un petit peu à côté du sujet. Donc la définition que je vous propose, peut-être que Thomas en a un autre préféré, mais c'est celle-ci, c'est celle de Mitch Altman, qui est un électronicien au départ, qui a créé un lieu très similaire et qui inspire beaucoup les lieux comme La Paillasse ou Aquarium, et qui donc propose cette définition, c'est prendre ce qui existe, l'améliorer, et ça c'est central, au meilleur de nos capacités, et ensuite partager le résultat de cette amélioration. Donc quand on parle de hacking ou de biohacking dans notre cas, c'est ça qu'on entend. On n'entend pas la piraterie informatique ou l'intrusion dans les systèmes, mais vraiment cette façon d'améliorer soi et son environnement. Pour la biologie do it yourself ou de garage elle-même, une autre définition qu'on aime bien dans la communauté, c'est celle-ci. Alessandro Del Fanti qui a fait un ouvrage assez central, Biohackers, the Politics of Open Science, qui lui propose le fait que la biologie do it yourself, c'est utiliser des outils libres, c'était évoqué tout à l'heure, et s'affranchir des institutions académiques et de l'industrie. Alors évidemment, cette notion de s'affranchir, c'est toujours un petit problème. Est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on peut être indépendant? Est-ce que choisir soigneusement ses dépendances? Peut-être que Thomas aura des choses à dire là-dessus. C'est assez compliqué. On ne fait pas de la biologie comme ça venue de nulle part. Dans notre cas notamment, l'écosystème dans lequel on se trouve, où il y a beaucoup de biologie, beaucoup de labos, est très important pour nous permettre de mener nos activités. Mais pourtant, on ne dépend pas, à Lausanne, dans notre cas, d'une académie ou d'une institution ou de l'industrie. On est à part de ça.
Et c'est assez important. On a eu une discussion intéressante avec la doyenne de la faculté de médecine et de biologie de l'Université de Lausanne, qui nous rappelait que dans son esprit à elle, sa perception du mouvement, on est utile et on sert à quelque chose si on est différent et le plus éloigné possible de sa faculté ou d'une école. Parce que plus il y a de façons différentes d'approcher la biologie dans la société, selon elle, et on partage cette vision, mieux c'est. Ça permet d'avoir des idées nouvelles et une façon nouvelle d'approcher la biologie. J'aimerais également vous montrer ce poster qui est souvent utilisé et souvent affiché chez nous, qui postule donc que l'humain, oui, a toujours été un biohacker. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, on s'est souvent amusé, parfois par nécessité, mais parfois aussi simplement par curiosité scientifique, à modifier le vivant. La présentation présente sur la biologie de synthèse montre bien à quel point on peut aller loin dans ses volontés pour des raisons très différentes. Et les gens qui font du biohacking, qui se réclament de ce mouvement, ne prétendent pas avoir l'exclusivité ou avoir inventé quelque chose. C'est selon nous quelque chose qui se fait depuis longtemps. Il y a peut-être une accélération ou un intérêt nouveau pour ce genre d'activité, mais c'est loin d'être une nouveauté en soi. Pour revenir sur la thématique de la journée, qui donc est-ce que ça sert à innover? L'innovation, de mon point de vue en tout cas, et dans ma pratique, elle est principalement au niveau des dynamiques communautaires. La façon d'approcher en tant que groupe de chercheurs et de citoyens non spécialisés au départ la biologie ensemble, ça c'est nouveau dans la façon de faire. Un élément également pour donner un peu de contexte, mais on en parlera puisque c'est quelque chose qui a commencé chez lui. Si vous vous intéressez à ce mouvement au niveau global, vous avez un site excellent qui s'appelle biohackingsafari.com, fait par deux amis, donc Kitri et Aurélien, qui donne un peu un contexte double. Déjà une carte de tous les lieux et communautés que eux ont visités. Vous pouvez vous rendre compte que c'est loin d'être un phénomène isolé. Principalement en Amérique du Nord et en Europe, il y a vraiment énormément de communautés et d'espaces. On parle notamment en Europe de à peu près 20-25 communautés, je dirais, sous le contrôle de terrain. La dernière fois qu'on s'est, certains en tout cas, rencontrés en fin d'année à Vienne, en Autriche, on était une petite trentaine et on représentait environ 25 communautés, rien que pour l'Europe. Donc dans toute l'Europe. Une chose également, donc est-ce que la biologie de garage, c'est briser ou contourner les règles? Dans certains cas, oui, mais pas seulement. Et donc on va essayer de voir un peu de quelles règles on parle, censées être des règles de la recherche scientifique, quand on est comme moi, non biologiste vu de l'extérieur. Des choses qu'on entend par exemple, c'est qu'il faut faire de la biologie ou de la recherche, il faut un diplôme, et il faut faire de l'innovation en particulier. Ça pose un problème, parce que sur cette photo, vous voyez les quatre des premiers membres d'Aquarium, mais il y en a un qui n'a pas de diplôme. Vous avez 3 docteurs en biologie et autre chose, mais moi j'en ai pas. Et ça ne m'empêche pas de travailler dans ce sujet et d'être un des cofondateurs. J'ai pas, encore une fois, la prétention de me présenter comme un biologiste. Par contre, je suis en train d'apprendre la biologie d'une façon très différente de ce que aurait pu être un parcours académique. On entend aussi également cette règle, il faut être membre d'une institution, il faut beaucoup d'argent pour monter et faire tourner un laboratoire. Alors ça pose un problème aussi pour nous. La raison, c'est que, vous voyez, ça c'est les images des premiers jours de notre labo. Donc on a investi un lieu de 1000 m² où il n'y avait pas grand-chose. Et puis on a commencé à récupérer du matériel, avec un mot qu'on a utilisé qui a été inventé par la communauté de Thomas, qui est un bon mot. On parle de biochinage. On passe notre temps à aller récupérer du matériel de seconde main dans des labos qui en jettent beaucoup trop. Et puis là, on commence comme ça, avec à peine 3 meubles et puis des choses à mettre dessus. Et avec 0 francs, à part la location d'un camion une fois par mois, on a complètement équipé notre labo. Donc est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour lancer une initiative de recherche? Je ne suis pas sûr. Et à titre personnel, en tant que citoyen, je pense même que c'est un problème aujourd'hui de la recherche particulier. Il y a beaucoup de jeunes chercheurs, de jeunes étudiants, à qui on ne fait jamais toucher la réalité de combien coûte ce qu'ils ont entre les mains. On pourrait parler de microscope à 40 000 €, on pourrait parler de qu'est-ce que ça coûte d'aller se servir dans le stock du labo, sans jamais se poser la question de tel ou tel kit, combien ça coûte en francs, en euros, bien sonné avec le champ. Et c'est quand même aussi une réalité. Dans nos communautés, nos laboratoires, il y a une volonté réelle de, sinon être autosuffisant, au moins se rappeler de la valeur des choses. C'est un intérêt de l'approche biologique garage aussi, c'est toujours chercher à faire un peu moins cher. Beaucoup moins cher dans certains cas, et aussi une approche low-tech si c'est possible, parce que détourner des choses de leur usage premier et en faire un outil de recherche ou un outil simplement qu'on peut utiliser pour faire de la recherche, c'est quand même assez sympa. Dans les gens qui ont failli y venir et qui n'ont pas pu, il y avait 2 personnes qu'on aime beaucoup en Suisse, qui sont Urs Godens et Marc Ducellier de la communauté Acteria,
comme une bactérie mais avec ACT devant, qui eux sont des spécialistes de la microscopie, vraiment à très bas coût, donc ils détournent des webcams, ils arrivent à en faire des microscopes de très bonne qualité. Donc voilà, c'est une approche qui est particulièrement présente dans nos communautés, pour des raisons simples, c'est qu'on a en général très peu d'argent, voire pas du tout, on est tous bénévoles et c'est ce qu'on fait sur notre temps libre. Et puis aussi, il faut le dire, ça nous amuse de chercher une solution la moins chère possible et la plus a priori saugrenue, mais qui fonctionne quand même. Un autre élément important, une des règles censées être les règles de la recherche, il faut des brevets pour déclencher l'innovation et pour démarrer un business. Ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup. Comme je vous l'ai dit, à Lausanne, il y a beaucoup de gens qui sont des chercheurs ou des gens qui travaillent dans la biotech et l'industrie. Et effectivement, dans leur tête, très souvent, dans la discussion qu'on peut avoir ensemble, sortir des brevets, il n'y a pas de salut. Alors ça nous pose un problème aussi. Parce que dans nos communautés en général, on fonctionne de manière, ou en tout cas on promeut l'open access et l'open source. Pour deux raisons simples. En général, notre culture vient de là. On est nombreux à être des activistes par ailleurs du logiciel libre ou de l'open data, ce qui est mon cas, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une manière de partager la connaissance et de la rendre plus utile, plus rapidement, qui nous semble aussi adaptée à la recherche en biologie. Alors bien sûr, la production de propriété intellectuelle en biologie et sa protection, c'est quelque chose de très différent de, par exemple, les Creative Commons, production simplement de texte ou de contenu audiovisuel ou graphique, mais il y a des similarités dans la façon de travailler ensemble. Dans nos communautés en général, on commence d'abord par venir présenter à la communauté ce qu'on veut faire. Les gens qui arrivent et disent « Ah, j'ai une idée, mais j'ose pas la partager parce qu'on va me la piquer ». On parlait de bioéconomie tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que, en général, dans l'innovation, on peut dire traditionnelle, dans ce qu'on appelle les startups, dans le web notamment, passe la journée à vous répéter, et c'est un secteur que je connais bien, qu'avoir une idée c'est génial, tout le monde peut en avoir une, on en a tous des dizaines par jour. Ce qui compte et ce qui fait la différence, et ce qui fait qu'à la fin on fera peut-être un business ou quelque chose qui changera la société en bien, c'est d'exécuter quelque chose, c'est de mettre cette idée en pratique et de la confronter à une réalité, que ce soit un vrai problème scientifique ou un marché. Et donc ça nous pose un problème parce que se retrancher derrière le fait qu'une idée n'est pas partageable, ou en tout cas n'a une valeur que si elle est gardée par devers soi, ça fait aller la science plus lentement, beaucoup plus lentement. C'est toute la thématique aussi, et qui est un vrai problème économique, cette fois, d'accès à la recherche préfinancée par l'argent public, mais derrière un paywall chez un éditeur. Comment on fait pour que les scientifiques qui ne sont pas membres des institutions qui payent à prix d'or les abonnements, qui parfois ne peuvent plus les payer, aient quand même accès à cette science et cette recherche qui a déjà été financée. C'est aussi une des raisons pour laquelle dans nos communautés l'open access est quelque chose de très important. Et quand nous, on publie à notre petit niveau modestement, voilà, on n'est pas des grands auteurs d'un niveau science ou lecture, certains d'entre nous le sont, certains de nos membres publient aussi, ou ont publié dans ces magazines-là. Mais en général, ce qu'on publie, c'est quoi? C'est la démarche qu'on a suivie pour arriver à un résultat précis, avec quel matériel, combien ça nous a coûté, et ça on le met en ligne de manière complètement transparente et disponible pour que des gens qui dans le monde entier, je vous ai parlé d'une communauté mondiale de gens qui ont la même attitude, que d'autres gens puissent continuer un projet. Et ça c'est central également. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens dans plein de labos très traditionnels qui aimeraient bien que ça soit la même chose aussi pour leur recherche à eux. Ça me semble aussi une façon importante de changer la façon de faire de la science. D'autres règles, soi-disant, qu'on entend souvent, il faut beaucoup de temps pour trouver une bonne idée. Comme je vous l'ai dit, il faut surtout beaucoup de temps pour trouver la bonne équipe pour la mettre en pratique. Il faut des produits de précision pour faire des observations de qualité. Encore une fois, dans la microscopie, je pense que je vous apprends rien. Il y a vraiment beaucoup d'argent dépensé pour un résultat à la marge très peu différent de ce qu'on pourrait faire avec parfois 100 fois moins d'argent. Il faut aussi beaucoup d'argent pour acquérir de l'équipement. Encore une fois, dans notre cas, on a équipé un laboratoire complet avec 0 francs, j'insiste. Et quand je dis laboratoire complet, c'est que si on avait le temps et que vraiment ça nous intéressait, qu'on y sentait un besoin précis dans la région, ce qui n'est pas le cas, et qu'on voulait faire un laboratoire pour la biologie de synthèse, on a l'équipement et les bonnes pratiques pour le devenir. On pourrait devenir laboratoire de niveau 1 assez rapidement. On ne le souhaite pas pour l'instant, mais donc pour dire qu'on n'a pas juste équipé un laboratoire avec 2 cocottes minutes et une vieille pipette, on a vraiment du bon matériel. Et puis surtout ce point-là, quelque chose qu'on entend souvent, c'est le problème de si le technicien n'est pas là, on ne peut rien faire. Parce que ce salaire des mains quand on est un chercheur bien élevé et puis bien diplômé, c'est toujours un truc qu'on aime faire. Le problème c'est que comme ça, c'est uniquement comme ça, en réparant, en cherchant à améliorer les choses soi-même, c'est uniquement comme ça qu'on innove et qu'on change les choses. En tout cas, on en est persuadé, c'est notre réalité.
Tony reviendra peut-être, mais alors j'ai beaucoup parlé de changer, de se séparer de certaines règles. On se dote aussi nous-mêmes de règles, notamment une charte éthique que tous les groupes qui se réclament de la biologie do it yourself appliquent. Elle est disponible en ligne également, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais les notions de responsabilité, de transparence, de pacifisme également sont très importantes chez nous. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. Il y a un cadre légal. Casser les règles, c'est pas non plus prendre des risques ou mettre la société en danger. Au contraire, notre but est aussi d'aider la société à s'améliorer ou à trouver des choses plus intéressantes. Pour juste rapidement remettre en contexte, donc on est une association à Lausanne, environ 40 membres maintenant, on a à peine un an. On se trouve dans une structure, donc il y a un lieu qui a d'autres activités, dont la nôtre, qui s'appelle l'université. Et puis donc on a des gens qui font des projets. Donc on a une approche vraiment orientée projet et pas du tout grande ligne de recherche. On vient avec des solutions, des questions très concrètes. J'aimerais apprendre à séquencer quelque chose, parce que j'ai aucune notion d'ADN. Donc qu'est-ce que c'est le séquençage par exemple? J'aimerais juste apprendre à autoclaver quelque chose. Dans mon cas en tout cas, j'avais jamais fait ça. Je savais pas comment ça marchait pour stériliser du matériel. Donc parfois des choses très simples et parfois des choses un peu plus compliquées. L'idée également, c'est de pouvoir produire des prototypes. On n'est pas là pour révolutionner le monde et démarrer une chaîne d'industrie chez nous, mais faire des choses qui sont viables à notre niveau et qui peuvent être améliorées ensuite, ça c'est quelque chose qu'on sait faire. Là on a un petit peu l'ensemble des notions et des choses qui se passent chez nous. On voit pas très bien, mais ce qui est surtout intéressant, c'est la diversité des profils. On a, loin de là, pas que des biologistes chez nous, on a des artistes, des designers, des architectes, des bricoleurs professionnels, des makers, donc des gens qui a priori n'ont jamais fait de biologie ou très peu, et qui veulent s'intéresser ou s'attaquer au vivant pour l'intégrer dans leur pratique professionnelle ou personnelle. On va zapper un petit peu pour finir. Ça, c'est ce à quoi ressemble le labo maintenant. Donc il y a eu un peu de travail, comme vous le voyez, en une petite année. Et puis rapidement quelques membres, puisque je vous dis qu'il y avait des gens, ça c'est le projet Octanis avec Marc de la Paillasse au milieu quand ils sont venus nous voir. Donc des étudiants de l'EPFL qui envoient un rover en Antarctique, vraiment. Vanessa, une designer qui n'avait jamais touché une pipette de sa vie et qui maintenant produit de l'encre. Donc ça c'est aussi un projet que Thomas connaît bien. Ça c'est notre groupe qui s'intéresse à l'impression 3D. Ils ont fait des modèles assez détaillés de bactériophages par exemple. Et puis un dernier projet, mais il en parlera tout à l'heure, c'est Gianpaolo qui est là. Donc un projet qui a été crowdfundé et qui s'attaque à séquencer le génome de la bière. Voilà. Puis, je vais m'arrêter là, il y aurait plein d'autres questions ouvertes, mais si jamais vous voulez rester en contact, voilà mes coordonnées. Et puis puisque la question aujourd'hui c'est est-ce qu'on fait de la biologie autrement, contre ou sur, est-ce qu'on innove avec le vivant? On essaie juste de faire de la biologie autrement pour voir si c'est utile ou pas. On n'a pas de réponse à ça, mais en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, Thomas Landrin, donc, fondateur de la Paillasse, et qui est